Docteur, bonjour, vous êtes sur Africa Television et vous faites bien, la chaîne qui parle de la réelle actualité économique du continent africain. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui nous vient pas très loin de chez nous. C'est un Africain comme nous, il nous vient du Bénin. Et c'est une personne que la voix porte, en ce qui concerne les fintechs sur le continent africain. Aujourd'hui, nous recevons M. Pierre Dandinou, qui travaille à l'entreprise ICANN. Vous savez, l'entreprise ICANN, c'est l'entreprise qui travaille pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. Pour vous, ça ne dit presque rien, pourtant cela vous faut notre quotidien tous les jours. Découvrons ensemble notre invité. Bonjour M. Dandinou. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Africa Television. Un plaisir. S'il vous plaît, M. Dandinou, qui est M. Dandinou? Parle-moi de ça. Je vous remercie pour cette question. Non, je m'appelle Pierre Dandinou, je suis du Bénin, mais je travaille actuellement comme vice-président de ICANN, qui est donc cette entreprise qui s'occupe de l'attribution de noms de domaine et des adresses IP, de la coordination de ce que nous appelons les identifiants uniques, n'est-ce pas, de l'Internet, basé en Californie, mais avec des hubs un peu partout dans le monde. Et moi, je m'occupe justement de l'Afrique en tant que l'un des 5 vice-présidents et pour faire en sorte que les Africains puissent, je dirais, embrasser l'industrie, n'est-ce pas, de l'Internet. Et on pourra revenir là-dessus. Mais je crois qu'avant d'aller à ICANN, j'ai aussi été fonctionnaire des Nations Unies, donc au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, où j'étais conseiller régional basé à New York et après à Dakar, traitant des problèmes de l'application des nouvelles technologies de l'information et de la communication au développement du continent africain. J'ai été aussi consultant à beaucoup d'institutions, mais aussi j'ai été très engagé dans la promotion de l'Internet en Afrique. D'abord dans la mise en œuvre, puisque les premiers nœuds Internet en Afrique, j'ai contribué à les mettre en place déjà dans les années 1995-96. J'ai organisé à Cotonou la première conférence sur la gouvernance de l'Internet en 1998 et qui a jeté les bases, si vous voulez, de l'appropriation de l'Internet par les Africains. Dans le cadre de différents nombres de programmes que je ne vais pas citer ici. D'ailleurs, nous allons célébrer cet anniversaire-là à Cotonou le 6 juillet prochain. Nous allons célébrer les réussites de l'Afrique par rapport au développement de l'Internet. Donc voilà ce que je suis. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs endroits en ayant quand même beaucoup en vue l'Afrique et, disons, et son épanouissement par rapport à l'Internet et à son développement. Voilà. Merci infiniment. C'est moi. Ton parcours devrait inciter beaucoup d'Africains à savoir qu'il y a des Africains qui réussissent, il y a des Africains dont on rencontre. Parce que quand on parle des adresses IP, quand on parle des noms de domaine Internet, ça frôle la vie de beaucoup de personnes, des milliards de personnes de par le monde entier. Et ça fait tout de bien de savoir qu'il y a des Africains qui travaillent surtout en tant que vice-président. Dis-nous, M. Dandinou, en quoi consiste votre travail quotidien? Je vous remercie. En fait, notre travail déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de ICANN, a 2 enjeux. Bon, il y a les enjeux techniques, hein, vous en avez parlé, la coordination des ressources critiques, c'est-à-dire les noms de domaine, les adresses IP, le nœud, la racine Internet, les protocoles, cet ensemble de choses qui sont en arrière-plan et que vous ne voyez pas, mais qui sont si importants, n'est-ce pas, pour la bonne marche de l'Internet. C'est nous qui le faisons, c'est-à-dire la sécurisation de ce qu'on appelle le système de noms de domaine, c'est-à-dire le DNS, c'est nous qui le faisons. Tout ce qui concerne les protocoles, IPv4, IPv6, ça c'est technique. L'autre volet de notre travail, c'est la politique que l'on mène par rapport à ces ressources critiques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'Afrique est la seule région du monde où nous avons encore des pôles d'adresses IPv4. On a parlé de protocole. IPv4, aujourd'hui on parle de plus en plus de protocole IPv6. Comment migrer, n'est-ce pas, de IPv4 à IPv6 par exemple? C'est très important. C'est des adresses, mais IPv4, n'est-ce pas, est fini. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a qu'en Afrique qu'on puisse avoir des pools d'adresses IPv4. IPv6, vraiment, c'est des adresses qui sont pratiquement infinies. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de l'Internet des choses, des objets, mais c'est justement par rapport à l'IPv6, n'est-ce pas, où nous avons des adresses vraiment à n'en plus finir. Mais comment est-ce qu'on utilise ceci?
comment est-ce que l'Afrique va utiliser le dernier pool qui reste au niveau du monde entier, l'IPv4, sachant que l'IPv4 ne va pas mourir maintenant. Donc, quelle politique on met en place pour justement redistribuer les adresses IPv4 en réservé aux Africains, parce que c'est très important que les Africains utilisent, pour que les autres ne viennent pas, n'est-ce pas, les prendre en Afrique. Ça, c'est des enjeux importants. Et il faut une politique pour ça. Donc voilà, nous à ICANN, voilà le nombre de genre de choses que nous faisons. Et donc moi, quotidiennement, c'est ce que je fais. Alors, mon travail, du fait, c'est d'abord de tout faire pour que les Africains participent aux travaux de ICANN. ICANN se réunit 3 fois dans l'année et nous traitons de beaucoup d'enjeux. Nous avons notre conseil d'administration, bien sûr, mais nous avons aussi des réunions beaucoup plus techniques. Il faut que les Africains y soient. Parce que quand vous n'y êtes pas, les décisions qui seront prises, n'est-ce pas, quelquefois vous allez être perdant dans cette décision-là. Il faut qu'on ait. Je vous donne un exemple. Si vous voulez démarrer ce qu'on appelle le business de registre, ou registrer, ou vous voulez vendre des noms de domaine, parce qu'on peut s'enrichir là-dedans, il y a un certain nombre de règles qui sont déjà là. Par exemple, vous devez vous assurer votre business. Jusque-là, l'assurance, par exemple, peut monter jusqu'à 500 000 $. Et ce montant a été fixé certainement parce qu'on avait en vue que les opérateurs, n'est-ce pas, des pays développés. Mais si vous êtes de l'Afrique et que vous n'êtes pas à la table de négociation, et que vous n'êtes pas assez organisé pour structurer, pour démontrer que demander 500 000 $ par exemple aux Africains pour s'assurer, c'est peut-être au-delà des possibilités de beaucoup de PME africains. Si vous ne le dites pas, les gens ne sauront pas. Et quand vous y êtes, quand vous le dites, les gens trouveront des solutions. Voilà un exemple très simple pour voir pourquoi il faut. Donc moi, je suis là pour amener les Africains à comprendre ceci. Et deuxième chose, les capacités. L'Afrique a besoin de capacités idoines dans ce secteur-là. N'oubliez jamais que l'Internet n'est pas que WhatsApp, Facebook et autres que nous connaissons. C'est très bien. Mais Internet, c'est beaucoup plus que ça. C'est une industrie. Et on peut voir aujourd'hui que l'Afrique n'est pas encore dans cette industrie comme il faut. Dans les infrastructures, n'est-ce pas, les liaisons que nous menons un peu partout, les bandes passantes dont nous parlons, nous investissons là-dedans. C'est bon. Nous avons des problèmes justement de tout faire pour que l'accès soit à moindre coût pour les Africains. Ce n'est pas le problème de ICANN, par exemple. Mais ce qui circule, n'est-ce pas, dans les fibres que nous mettons, les fibres optiques que nous posons, c'est ça qui est très important. Donc le contenu, les applications. ICANN, en fait, ce que nous faisons, c'est nous donnons un outil qui permet justement de circuler et, n'est-ce pas, ces applications, mais aussi de les utiliser. Nous avons un rôle d'intermédiaire quelque part. Et mon rôle, c'est d'expliquer tout ceci à nos dirigeants pour que les bonnes politiques soient prises, mais aussi à notre secteur privé au niveau africain pour qu'ils embrassent justement ce monde-là qui peut être nouveau, mais qui est vraiment porteur d'avenir. Parce que là, nous parlons du numérique et nous n'allons pas y échapper. Nous avons raté beaucoup de révolutions, mais je crois que celle-ci, nous ne devrions pas la rater. Donc voilà mon rôle, susciter l'engagement des Africains. Et donc, si je résume un peu, si je vous ai bien compris, vous nous faites clairement comprendre que la politique de la chaise vide dans beaucoup de domaines n'aide pas les Africains. Parce que chaque Africain les Africains doivent être au table de négociation pour prendre leurs responsabilités, pour défendre leurs intérêts. C'est pas à d'autres personnes de prendre les responsabilités à notre place. Nous devons descendre sur le terrain, mouiller le maillot comme on le dit. Exactement, exactement. En tout cas, si nous voulons profiter de l'économie numérique comme tout le monde, il me semble que nous devions être à la table de négociation. Nous devons dire ce que nous avons, nos réalités, et nous devons discuter d'égal à égal avec quiconque, puisque l'Internet est devenu aujourd'hui un bien commun, n'est-ce pas, de l'humanité. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes au palais des congrès de Yaoundé. Et la conférence qui nous réunit porte sur l'émergence d'une économie numérique dans la zone sud-est. Quel est l'état de que vous faites de l'économie numérique en Afrique en général et au Bénin en particulier? Ah, au Bénin, oui. Bon, c'est mon pays, le Bénin. Non, je pense qu'en matière d'état des lieux de l'économie numérique en Afrique, il y a beaucoup à dire. Mais globalement, on peut synthétiser rapidement en disant que
En termes de connectivité, bon, nous sommes autour de 26 à 30% aujourd'hui d'Africains qui sont connectés. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons une population d'1 milliard 200 millions d'Africains. Nous avons un peu plus de 800 millions, par exemple, de téléphones portables, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains accèdent à l'Internet par le portable. C'est très important de citer ceci. Donc, nous avons aujourd'hui une Afrique qui est ceinturée par une quinzaine de câbles, n'est-ce pas, sous-marins. Ce qui est très important, c'est que nous avons la ressource maintenant, en tout cas à nos côtes. Nous devons maintenant travailler pour faire en sorte que ces ressources Internet aillent à l'intérieur des pays et dans l'interland. Nous avons ce problème-là. Nous avons aussi les problèmes de coûts, n'est-ce pas, d'accès aux populations que nous devons régler. Et puis après ça, nous avons le grand problème de l'environnement. N'est-ce pas, nous devons conduire un environnement réglementaire qui favorise justement l'éclosion de l'Internet et aussi des activités sur Internet en Afrique. Il y a tout ce qui concerne juste la régulation, la réglementation, par exemple qui parle aujourd'hui de commerce électronique en Afrique. Nous peinons encore à mettre en place de bonnes régulations qui favorisent, n'est-ce pas, ceci. C'est-à-dire le commerce électronique étant beaucoup plus fondé sur la confiance, vous voyez, nous devons créer justement cette confiance-là. Beaucoup de pays ne le font pas encore et je crois que nous devons le faire. Et puis il y a les personnes ressources. Nous avons encore besoin d'avoir les personnes ressources qu'il faut dans ce secteur-là. Certes, nous avons des développeurs par-ci, par-là, mais nous devons aujourd'hui aller vers la grande valeur ajoutée que constitue justement l'analyse des données. Parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique, c'est les données massives. C'est la façon dont on traite ces données-là, dont on les sauvegarde. C'est ça qui permet aujourd'hui de faire la part des choses. Nous n'y sommes pas encore vraiment en Afrique. Je pense que nous devons le faire. Donc, comment gérer ces données-là et comment faire en sorte pour que les décideurs aient l'information qu'il faut pour prendre les décisions idoines. Et aussi par rapport aux tendances actuelles. On vous parlera par exemple d'intelligence artificielle, on vous parlera d'Internet des objets, de plus en plus on parlera justement de blockchain, de crypto-money, c'est un ensemble de choses qui se profilent à l'horizon, dont certaines régions profitent déjà. Il faut se dire que l'Afrique aussi doit en profiter. Donc nous avons un champ très vaste devant nous, mais je pense que nous allons y arriver. Ça va être dur, c'est vrai, mais lorsque j'observe sur le terrain en Afrique, cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui vraiment veut aller de l'avant, qui veut bouger, qui conçoit, n'est-ce pas, des applications pour résoudre des problèmes locaux. Je me dis que oui, nous sommes bien partis, surtout que nous sommes le continent le plus jeune, n'est-ce pas, et dans 50 ans encore, ce sera encore le continent le plus jeune. Oui, il y a beaucoup d'opportunités pour l'Afrique. Et je crois qu'il faut se baser sur ces opportunités-là pour bâtir l'environnement numérique de l'Afrique. Donc moi j'ai confiance. Vous avez touché un domaine précis et pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de spécialistes, c'est un domaine qui aura un impact réel sur le monde des Africains dans le futur. Vous avez parlé de la blockchain, vous avez parlé des crypto-monnaies, comme Free-Capital par exemple. Tout au long justement de ces 3 jours, de la conférence, les experts sont venus de par le monde entier. Beaucoup sont venus du continent africain et on a parlé de blockchain, on a parlé de crypto-monnaies, on a parlé de Free-Capital. Pour votre pays, qu'est-ce qui explique la réticence de la population africaine, ou même de certains leaders africains, à adopter la blockchain, mais surtout, comment la technologie de la blockchain peut aider les États africains à faire face à un certain nombre de difficultés? Il y en a plein de domaines d'application. Je vous remercie pour cette question. Non, je pense que la réticence dont vous parlez n'est pas qu'africaine en fait. Cette réticence se voit un peu partout dans le monde entier. Pour une simple raison. Il ne faut jamais oublier que les outils liés à l'économie numérique sont des outils de la rupture en fait. C'est-à-dire la transformation numérique, avant tout, c'est de la rupture qu'il s'agit. En fait, la rupture, certainement avec un système qui existe et en même temps qui doit générer un système vers lequel nous évoluons. Je pense que c'est ça la grande question. Alors, la réticence dont vous parlez souvent,
est de plusieurs. Vous allez, par exemple, les banques traditionnelles auront du mal à s'embarquer vraiment vers la crypto-monnaie, très simplement. Parce que cela change beaucoup de leur façon de faire. Ils n'ont pas le temps de voir. Sans vous couper, vous allez continuer s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui peut justifier par exemple qu'en Europe, même aux États-Unis, il y a de plus en plus de banques qui investissent dans la crypto-monnaie? J'en viens et je vais vous le dire. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie numérique, c'est que, de façon globale, si vous n'y allez pas, de toute façon, vous serez obligé d'y aller. C'est la grande question. C'est-à-dire que aujourd'hui, le téléphone est devenu indispensable. L'accès à Internet est devenu indispensable. D'accord? La blockchain, la crypto-monnaie, ce sont autant de choses qui vont s'imposer. La grande question aujourd'hui, c'est le timing. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez y aller? Je crois que c'est la grande question. Les pays européens dont vous parlez ont eu des réticences et continuent à avoir. La réticence, c'est quoi? Les banques centrales, par exemple, sont habituées à des procédures d'intermédiation. La crypto-monnaie amène une façon de gérer la monnaie qui va justement enlever la part des intermédiaires, quelque part. Et aussi, il y a le volet centralisation, c'est-à-dire les banques sont habituées, n'est-ce pas, à centraliser. Et les banques sont habituées, n'est-ce pas, à avoir un certain nombre de mécanismes, n'est-ce pas, pour garantir la confiance. Lorsque vous amenez une technologie qui est disruptive, c'est-à-dire qui va certainement bousculer un peu cet ordre-là, comprenez que les banques ne suivent pas. Mais lorsque les banques ont commencé à voir des applications à voir des pays entiers, par exemple, vous avez un pays comme le Japon est à fond dans la crypto-monnaie. La Chine y va, les États-Unis, la Russie, les États-Unis, tout ce monde. Voilà. Venezuela en a même créé une. Voilà, exact. Donc, vous voyez, lorsque vous voyez comment ça se passe dans le monde et que les gens commencent à s'y intéresser, la Grande-Bretagne, tout ça, bah, vous vous dites, mais au fait, est-ce qu'il faut rester en arrière? Est-ce que, par exemple, pour revenir à l'Afrique, on va avoir cette peur, je dirais, de changer? Si d'autres sont en train de changer. Donc, de façon globale, voilà un peu une réponse qui doit nous amener à nous ressaisir, à dire, hey, si les autres y vont, qu'est-ce que nous avons à perdre, ne serait-ce qu'à nous intéresser à ça. Donc, je crois au niveau de l'Afrique, ne devons pas blâmer les décideurs en tant que tels au départ. Je crois qu'il faut arriver, n'est-ce pas, à ce que les gens aient conscience des enjeux. Vous voyez, qu'est-ce que nous perdons à ne pas y aller? Qu'est-ce que nous gagnons? Je crois que nous sommes à une phase là où il faut, n'est-ce pas, conscientiser les Africains. Et après, nous sommes aussi à une phase où aujourd'hui en Afrique, moi je vois, ça et là, il y a des initiatives. La vôtre, par exemple, dont vous venez de parler, Africa Coin, par exemple. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres initiatives un peu partout. Il y a des pays africains même qui ont mis en place des task force pour travailler sur la crypto-monnaie, mais aussi pour travailler justement sur le blockchain et ses avantages. Je crois que c'est ça la bonne façon d'y aller. C'est-à-dire qu'au-delà des réticences que l'on peut avoir, il faut mettre en place des mécanismes pour suivre ces avancées-là et surtout pour essayer justement de les appliquer. Et nos universités, par exemple, doivent être engagées dans cette affaire-là. Notre secteur privé aussi doit être engagé. Donc je crois que là, une position responsable serait pas de se fermer les yeux là-dessus. Ce n'est pas la politique de l'autruche qu'il faudrait faire. Il faut ouvrir les yeux en se disant c'est certainement porteur d'avenir. Et donc moi, j'encourage les pays africains à y aller, mais pas des étapes. Vous voyez. Voilà, donc moi j'encourage des initiatives comme les vôtres et j'imagine qu'il faut essayer de les semer, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique. Dans le moyen concret, justement, vous avez dit que les Africains doivent prendre les responsabilités. Une entreprise, une start-up africaine comme PK Mobile Money a lancé l'Africathon, une première crypto-monnaie purement africaine. Et tout au long de la conférence, on s'est rendu compte que les start-up sur le continent africain rencontrent nombre de difficultés que les start-up ailleurs, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Angleterre, ne rencontrent pas. À votre avis, qu'est-ce que les États africains, qu'est-ce que les gouvernements africains peuvent faire pour faciliter la tâche aux start-up qui essaient de leur montrer le chemin à ne pas négliger? Oui, c'est une très bonne question. Moi, j'ai la chance de bouger beaucoup en Afrique.
et de participer justement à des hackathons un peu partout où on essaye de primer les meilleures startups, n'est-ce pas? Nous avons des structures comme Demo Africa où nous essayons justement de primer les meilleures startups. Vous parlez du Bénin tantôt. La semaine dernière, j'étais au Bénin et j'ai participé à la Startup Week, la semaine des startups. Et cette question m'a été posée justement. Donc, je pense que la question de startup, en tout cas au niveau africain, doit être vue dans un ensemble, dans un faisceau d'éléments. D'abord, il faut bien comprendre ce que c'est que la startup. La start-up, si vous voulez, c'est quand même un concept qui est venu, n'est-ce pas, de la Silicon Valley aux États-Unis, en Californie, et qui repose sur 2 ou 3 éléments. D'abord, c'est un environnement qui soit porteur. Et quand on parle d'environnement, par exemple, au niveau des startups en Silicon Valley, ça peut être par exemple des universités, des centres de recherche avérés, ça peut être la disposition, n'est-ce pas, de mécanismes de financement, voilà. Ça peut être aussi un ensemble de choses telles que la culture de l'entrepreneuriat. Et donc, quand on vient au niveau africain, si je prends par exemple au niveau de la culture de l'entrepreneuriat, on voit des jeunes qui ont des idées et qui sont prêts justement à faire en sorte que ces idées-là percent, et donc ils mettent en place des applications, ils mettent en place un business, n'est-ce pas, une entreprise. Mais il ne faut jamais oublier que la start-up, le concept de la start-up n'est pas que la start-up perdure. La start-up est un concept temporaire, c'est-à-dire une activité qui va essayer de faire ce qu'on appelle proof of the concept. C'est-à-dire, je vais essayer en 18 mois à peu près, voir en quoi mon idée peut évoluer vers un produit qui puisse vraiment avoir son marché. À partir de ce marché-là, maintenant, je deviens une entreprise en bonne forme. Au niveau africain, la grande question, c'est justement, j'ai parlé tout à l'heure de l'esprit de la culture de l'entrepreneuriat. Il y a aussi l'environnement dont j'ai parlé. Bon, on a parlé des universités et autres là, ça c'est le cadre des États-Unis, ça. C'est pas la même chose en Afrique. En Afrique, le cadre, c'est un peu le cadre réglementaire. Par exemple, aujourd'hui, lorsque je suis dans un pays X en Afrique, je suis promoteur de start-up. Est-ce que les mécanismes en place m'accompagnent vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau, par exemple, des déclarations, des impôts, est-ce qu'au niveau des facilitations financières qu'on peut m'accorder, est-ce que la loi organique, en fait, la loi des finances a pris en compte, par exemple, la start-up? Est-ce qu'on a fait un caractère spécifique à la start-up parce qu'on estime que, 1, c'est temporaire, 2, mais c'est quelque chose qui a de l'avenir, qui peut générer des emplois? Souvent, les gens ont du mal à percevoir ça. Donc cet environnement justement de facilitation au niveau réglementaire, souvent, n'existe pas dans nos pays. Parce que si on peut justement casser un certain nombre de barrières qu'on a aujourd'hui, la libre circulation des biens des personnes, et qu'un entrepreneur qui soit au Cameroun puisse aussi mener des affaires au Congo tout près, ou bien au Bénin ou au Nigeria, vraiment sans entrave aucune, je pense que nous aurons gagné. Nous sommes en train d'aller vraiment dans le free roaming au niveau des différents pays, d'avoir au niveau du continent africain One Network, il y a des projets là-dessus comme ça, j'ai vu Smart Africa, j'ai vu les régulateurs en discuter tout à l'heure aussi. Je pense que c'est des choses qui vont dans le bon sens et donc qui vont bénéficier à l'écosystème du numérique en Afrique. Qu'est-ce que je dois vous partager? Moi, je crois que ce sont vos observations de quelqu'un qui circule beaucoup en Afrique. Nous avons beaucoup à faire, mais il y a des opportunités, n'est-ce pas, dont nous pouvons bénéficier. Je crois que c'est en cela que nous travaillons. Nous, à ICANN, c'est notre rôle, voilà, de soutenir les efforts, n'est-ce pas, des Africains. Monsieur Dandino, nous sommes à la fin de la conférence déjà. Oui. Beaucoup d'experts sont passés, des ministres sont passés, beaucoup sont exprimés. Et nous avons vu toute l'énergie qui a été déployée par la ministre des Postes Télécoms du Cameroun pour que tout se passe pour le mieux. Quel est votre sentiment général à la fin de cette conférence de l'économie numérique? D'abord, je salue cette initiative qui est une première, parce que c'est la première fois, c'est la première d'une série que je crois l'IUT
l'Union internationale des télécommunications veut mener, et c'est tout à fait heureux que cela démarre par le Cameroun, il faut le dire. Et vraiment très heureux de l'organisation qui a été faite et des échanges qui ont eu lieu ici. Je crois que j'ai vraiment apprécié ces échanges-là. Des échanges de haut niveau. Mais en fait, c'est un peu comme je dis toujours, parce que moi qui suis aussi de conférence en conférence en Afrique, ce qui compte, c'est les actions en fait. Ce qui compte, c'est ce que l'on est prêt à bâtir à partir de cette conférence-là. Il y a des résolutions certainement qui seront prises. Un exemple précis, c'est l'Afrique centrale. On a vu que l'Afrique centrale, c'est un peu le maillon faible aujourd'hui en matière d'appropriation de l'économie numérique. Et des actions, des exemples de réussite ont été donnés. Voilà. Je pense qu'à partir de ça, il faut imaginer les actions, les priorités, n'est-ce pas, par exemple, au niveau de cette région-ci. On a parlé de One Network, One Area Network. Comment on fait pour que la sous-région, justement, que ce free roaming dont on parle, n'est-ce pas, soit une réalité? Vous voyez, c'est-à-dire, comment faire en sorte que la sous-région aille très vite dans ce que d'autres ont déjà eu les bénéfices, justement, du free roaming, où on a baissé les coûts de communication. Je crois que ça, c'est une action précise qu'on doit pouvoir faire. Et pour moi, ça doit être un résultat précis de cette rencontre-ci. On en parlait, n'est-ce pas, on a parlé beaucoup de renforcement des capacités. Et moi, je crois que c'est très important. Un exemple précis, c'est ce qu'on appelle les points d'échange Internet. Vous savez, les points d'échange Internet, c'est la mutualisation des ressources au niveau des opérateurs, n'est-ce pas, de réseau. Et cette mutualisation des ressources-là vous permet de baisser les coûts, justement, et vous permet aussi de ne pas faire en sorte que la communication locale sorte de votre zone et vous revienne. Vous voyez, ça vous coûte cher. Ça, c'est quelque chose aussi de très simple à mettre en place. Vous voyez? Et ça, la sous-région peut aller très vite vers ça. Juste pour préciser, monsieur Danjou, oui. Vous dites quelque chose qui préoccupe beaucoup d'Africains. C'est que quand je prends mon téléphone, je passe un coup de fil à Paris, ça me coûte parfois 25 à 50 francs CFA. Et quand je passe un coup de fil à N'Djamena, qui est juste ici à côté, ou à Libreville, ça me coûte 350 francs CFA. Ça, c'est une grosse barrière. Et vous dites que si nous, Africains, nous prenons nos responsabilités, c'est possible que ce ne soit plus comme ça. C'est très clair. C'est très clair. C'est nos responsabilités. Oui, mais parce que nous vivons, à dire que nous sommes en train de vivre sous des schémas de réseau qui ont été conçus même à nos indépendances. Mais personne n'empêche la sous-région Afrique centrale, la sous-région Afrique de l'Ouest, de l'Est, personne ne les empêche d'interconnecter leurs réseaux. C'est à nous de le faire. Ben oui. Responsabilité. Ben oui, personne ne va le faire à notre place. Les gens vont s'enrichir sur nos dossiers. Écoutez, si je suis situé en dehors de votre réseau et que vous passez, vous quittez votre réseau pour passer par mon réseau à moi, pour revenir vers votre réseau, ben bien sûr, moi je gagne. Ce n'est pas moi qui vais vous encourager à interconnecter vos réseaux. C'est aussi simple que ça. Il peut y avoir des difficultés, mais je crois qu'il faut aller vers l'harmonisation au niveau sous-régional pour le faire. Et c'est pour ça que tous les discours sur l'intégration ont leur valeur. Mais je crois qu'il faut y aller sérieusement maintenant. Ça veut dire qu'il faut voir plus grand. Il ne faut pas voir par rapport à ce qu'on peut perdre dans l'immédiat, mais il faut voir de façon plus grande qu'est-ce que ça bénéficie à la population. Et je crois qu'à long terme, tout le monde y gagne. Je crois que c'est cette capacité à aller, à agir, n'est-ce pas, pour le long terme, qui, je pense, qui doit pouvoir un peu nous bloquer. Mais je crois qu'il faut y aller. Moi, j'ai vu ce que, par exemple, le Cameroun, le câble qui est en train de venir depuis le Brésil, c'est formidable. Mais la grande question souvent pour le câble, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons des pays africains aussi qui ont de ces câbles-là depuis une dizaine d'années où c'est utilisé à 30% maximum. Donc l'utilisation qu'on en fait dans le pays, l'essaimage, n'est-ce pas, que l'on doit faire dans le pays, les services, la valeur ajoutée que l'on doit créer, justement, les contenus que l'on doit créer, tout ça c'est important. Et là, ça nous amène vers le phénomène de l'usage de ces technologies au niveau africain. Ce que le e-gouvernement, par exemple l'administration doit pouvoir faire. Vous voyez, hier quand je parlais au niveau de l'Afrique, au niveau du numérique et de ce que l'on appelait ici la zone économique, j'ai dit, l'Afrique, j'ai dit, il y a 3 transformations pour moi qui sont clés. La transformation numérique des entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont outillées maintenant pour faire cette transformation du numérique pour en bénéficier, ce que vous appelez e-commerce, tout ce monde-là.
Vous avez la transformation des administrations, c'est-à-dire qu'il faut que les administrations, par les programmes de e-gouvernement par exemple, se transforment. Vous parlez du Bénin. Le Bénin vient de mettre en place le e-visa. Le Bénin vient de à saluer, à féliciter le président Talon pour cela et à des mesures vraiment félicitables. Par exemple, et ça a été fait comme ça. En 2 semaines, ça a été fait parce que c'est possible. Parce qu'il y avait une volonté politique. On a supprimé le visa. Pour les Africains. Et puis pour les autres, vous venez seulement à l'aéroport pour prendre votre visa. C'est aussi simple que ça. En termes simples, disons, M. Danjinou, pour un Africain, pour un Camerounais, pour un Sénégalais, je ne sais pas, pour un Tchadien qui veut aller à Cotonou, il prend son passeport et il achète son billet d'avion. Et c'est là en Cotonou. Pas de protocole. Pas de protocole. Vraiment, je dis que c'est une bonne décision du président Talon, c'est à féliciter. Et nous encourageons les dirigeants africains. Et d'autres l'ont fait. Vous savez, le Rwanda l'a fait depuis 5 ans, 6 ans à peu près. Nous avons vécu tout ça. Non, je crois que c'est des choses qui sont possibles et qui peuvent transformer vraiment. Vous parlez de blockchain tout à l'heure. Le son va aussi y aller. Les transformations qu'on va faire vont être formidables en matière de e-administration, n'est-ce pas, mais il y a la gouvernance. On peut aussi faire beaucoup de choses dans la gouvernance. C'est-à-dire la façon dont nos pays sont gérés au niveau de la politique, au niveau, n'est-ce pas, de comment nos institutions fonctionnent. Vous voyez, la transparence dont on a besoin. On fait la lutte contre la corruption, par exemple, c'est très important dans nos pays. Ces outils-là sont là pour nous aider à ça. Parce que ces outils vont nous amener des mécanismes, n'est-ce pas, de reddition de comptes. Ils vont nous amener, c'est-à-dire des mécanismes, n'est-ce pas, de transparence. Ouais. Et ça, c'est très important pour nos pays, et en tout cas dans notre marche vers le développement. Ouais, c'est très important. Et la troisième transformation numérique dont je parlais pour l'Afrique, c'est la transformation au niveau des compétences, des ressources humaines, du numérique. Nous n'en avons pas assez, nous devons vraiment les former. Cela nous appelle peut-être à revoir nos systèmes de formation actuels, les diplômes que nous faisons, les préparations, n'est-ce pas, au niveau de nos centres, au niveau de nos universités, et qui vont former des gens qui doivent pouvoir correspondre aux attentes du marché qui est en préparation, le marché du numérique. Donc je crois qu'il faut un travail de transformation aussi numérique, n'est-ce pas? Et donc quand on a ces trois-là, le reste que moi j'ajoute, qui va vous intéresser peut-être, c'est au niveau des financements. Et c'est là où les financements innovants rentrent en ligne de compte. Crowdfunding. Voilà, le crowdfunding bien sûr, mais tout ce qui touche vraiment à la fintech. Vous voyez comment on finance ce domaine spécifique du numérique au-delà des schémas classiques que nous avons en tête. Je crois que c'est là où nous pouvons faire une différence en Afrique. Il faudra innover là-dessus et intéresser beaucoup plus d'Africains à investir dans le secteur. FinTech ne veut pas dire nécessairement que ça doit venir de l'extérieur, que c'est les autres qui doivent... Parce que c'est des capitaux qui cherchent un peu où investir. L'Afrique étant l'endroit où il faut être, bien sûr les gens viennent. Mais encore faut-il que les Africains nous soient préparés aussi pour accueillir, n'est-ce pas, ces financements, mais aussi à lever des financements au niveau de l'Afrique. Ça, c'est un grand chantier, ça. Monsieur Danjinou, vraiment le temps passe très rapidement. Nous sommes en train de sortir de notre entretien. Et si on posait la deuxième question, on demandait quel conseil donnez-vous au peuple africain, aux dirigeants africains, à propos de la crypto-monnaie Africacoin, par exemple, ou même de la technologie blockchain? Quel est le conseil que vous donnez à nos dirigeants? Bon, moi je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner aux dirigeants en tant que tels, mais pour le petit secteur qui est le nôtre, qui est l'économie numérique, si on veut, et ce que nous faisons en tant que vice-président ICANN, moi je pense que c'est une question de vision en fait. C'est cette vision-là qui veut que désormais nous fassions les choses autrement. C'est-à-dire que se dit que bon, mais nous avons eu peut-être 60 ans d'indépendance pour la plupart de nos pays. Nous avons fait des choses certainement, mais de se rendre compte qu'avec le numérique, on peut faire les choses autrement. Et rapidement. Et rapidement, voilà. On peut aller très vite. Ouais. Je crois que c'est ça qu'il faut. C'est avoir cette vision en se disant on peut transformer nos pays et on peut transformer les vies de nos gens. Et le numérique, certainement, nous donne cette opportunité-là. Mais je crois qu'une fois qu'on a cette vision-là, c'est d'avoir cette sorte de leadership. Ouais, leadership qui sait fait travailler tout le monde. Le leadership qui est exemplaire, n'est-ce pas, dans ce secteur, mais aussi qui fait travailler tout le monde. Mais en même temps qui est éclairé. Et le leadership éclairé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le domaine du numérique dont on parle aujourd'hui, le nœud,
le nœud au niveau africain, je pense, c'est l'entreprise, c'est le secteur privé. L'État a un rôle fondamental, bien sûr, mais l'État balise, l'État crée l'environnement, l'État facilite. L'État doit être au service de l'entreprise. Et ça veut dire que l'on comprend ça au niveau de toutes les déclinaisons de l'État. Ça veut dire que nous avons des régulations de développement. Ça veut dire que nous avons des agences de régulation du secteur qui y croient et qui croient à des effets multiplicateurs. Un exemple précis, lorsqu'on donne une licence d'exploitation par exemple, que la licence ne s'arrête pas juste aux milliards que l'on va engranger, mais que la licence doit servir à développer un pays. Et donc, il y a des mécanismes que l'on peut mettre en place pour que ça profite, non pas seulement de façon à dire l'argent que l'on gagne là, mais que dans le long terme, cela rejaillit sur le développement, n'est-ce pas, du pays. Et c'est cela qui vous amène à investir dans les startups, par exemple, dont vous avez parlé. C'est ça qui vous amène à investir dans l'éducation, à investir justement dans tout ce qui est... vous voyez, j'ai vu des pays où les jeunes déjà à 13-14 ans font du développement, par exemple. Vous voyez? Et ça c'est important. Et donc, investir dans la jeunesse. Donc moi, c'est pas des conseils, mais aussi c'est des observations, c'est des constats. J'ai vu que les endroits où ça a marché, ça a été ça. Le tandem État-secteur privé a fonctionné comme il faut. Et ça fait une différence. Merci infiniment, M. Pierre Danginou, d'avoir choisi Africa Television. Vous êtes vice-président de l'ICANN, c'est l'organe qui s'occupe de l'attribution des noms de domaine sur Internet ainsi que des numéros sur Internet. Vous êtes un Africain du Bénin et le continent africain est fier de vous. Chers téléspectateurs, c'est ici la fin de cette édition de FinTech sur notre télévision Africa Television. Merci de nous rester fidèles, merci de prendre la paix et à très vite.